Mon coup de gueule cette semaine, c'est sur le montant de la dette de la capitale française, qui est Paris. 7,1 milliards de dettes prévues pour 2021, ce qui représente plus de 3 000 euros par habitant. Et si on compare avec Marseille, c'est 1772. Pourtant, Marseille est connue pour être une ville très dépensière. Si on prend Lille, c'est 1505. Si on prend Lyon, 769, et si on prend aux éditeurs toulousains Toulouse par exemple 408. Donc on a une dette extrêmement importante qui est en une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière et plus 84% depuis le débat d'Anne Hidalgo. Alors le problème cette année en plus, c'est qu'il y a un problème de rentrée. De recettes. Et on risque d'avoir un excédent brut qui risque de passer au négatif. C'est-à-dire qu'on peut être en cessation de paiement, on peut ne pas payer les salaires ou les frais de fonctionnement. Les recettes sont en baisse pour une raison, 44% de recettes en baisse cette année. Alors elles sont simples. Il y a eu des exonérations des terrasses, il n'y a pas eu la taxe de séjour, il n'y a pas eu de stationnement de voitures, tout ça pendant le Covid. Et puis, parallèlement, il y a une hausse du RSA, puisque je rappelle que la ville est aussi un conseil départemental, donc il y a eu une hausse du RSA et du plan de soutien. Mais surtout, il y a le problème, et ça équivaut en gros à une enveloppe de 500 millions, il y a le scandale des loyers capitalisés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, la mairie de Paris a une politique de logement qu'elle veut appliquer à tout prix, comme dans toutes les communes, c'est 30%. Hidalgo a décidé vraiment de l'appliquer 30%. Et donc, comme à Paris, il n'y a pas de terrain foncier, on ne peut pas construire des logements, on préempte des immeubles, on préempte des maisons, pour ensuite les transformer en logements sociaux. Et la ruse d'Anne Hidalgo, c'est de demander aux futurs bailleurs sociaux, ceux qui ont pour 20 ans, 30 ans les logements HLM, de verser en une fois 50 ans de loyer. Ce qui équivaut en fait à une rentrée de recettes, l'équivalent de 20, 30 ou 50 ans de loyer. Ça a été autorisé exceptionnellement en 2016 par François Hollande, mais elle continue de le faire et on ne sait toujours pas d'ailleurs cette année si le ministère de l'économie accepte de cette astuce, entre guillemets, mais extrêmement dangereuse, parce que finalement, on pourrait presque dire, ce sont des comptes insincères. Mais je crois que les chaînes d'infos avaient à ce moment-là quelque chose à se reprocher, parce qu'elles avaient tellement fait sur effectivement cette disparition de cette jeune fille qu'à un moment ils étaient bien obligés de revenir sur cette et presque de s'excuser un peu. On n'était pas obligé d'en faire 2 jours effectivement. Pas un plateau avec un psychologue, un gendarme, un policier, un avocat. Et comme disait Sophie, avec surtout un reporter sur place au milieu du champ, avec rien derrière pour expliquer qu'il était tout près de la maison de l'ex-disparu. Il ne se passe rien, il n'y a rien à voir. Il représente un vote extrême en France qui existe, comme l'extrême gauche peut exister. Voilà. Alors, il n'est pas candidat officiel, donc il bénéficie d'une certaine adhésion, d'un vote protestataire. Vous savez, quand on interroge les Français, parce que pour l'instant, il n'y a que les sondages qui peuvent évaluer ça. Quand on interroge les Français, l'extrême gauche et l'extrême droite sont toujours surévalués dans les sondages. Parce que quand les gens ne savent pas pour qui voter, ils disent « Oh, j'ai voté pour l'extrême gauche ou l'extrême droite ». Et il y a toujours 4 points ou 5 points de trop sur les sondages. Donc attendons qu'il soit officiellement campagne, programme contre programme, mais je rejoins tout ce qu'on dit. On ne peut pas conduire la France, diriger la France sur de la haine en divisant les Français. Un président de la République, cela rassembler l'unité de la France. Et là, il a prouvé qu'il n'était pas capable. C'est vrai qu'on n'a jamais encore abordé la réforme de l'État. Et ça, c'est vraiment le gros chantier qu'il faut faire du prochain quinquennat. Un centriste et qui a été écarté de cette primaire, puisque cette primaire est fermée, je me reconnais entièrement dans les propos qui ont été dits hier soir, sauf effectivement de ceux de Ciotti sur l'immigration. Alors moi, j'ai un jugement un peu biaisé parce que je soutiens Valérie Pécresse, mais j'ai trouvé que sur Valérie Pécresse, notamment sur l'immigration, elle était très claire. Alors je ne vais pas dire ça parce que j'ai un peu participé à l'élaboration de son projet là-dessus, mais c'est très clair. Je suis honnête, mais c'était clair, c'était limpide, c'est réalisable. Le fait de demander l'asile au départ, le fait pour l'immigration irrégulière de traiter les dossiers très rapidement en un mois. Tout ça tient debout. Oui. Elle dit pas que, contrairement à d'autres, l'immigration zéro n'existe pas parce que l'immigration zéro n'existe pas, c'est vrai, et qu'il y aura toujours une immigration irrégulière parce qu'on ne peut pas mettre un policier tous les 10 mètres à chaque frontière et qu'il faut essayer de lutter pour. L'histoire des quotas votés par le Parlement chaque année en fonction des tranches économiques me va parfaitement. Non, je suis désolé, c'était totalement... La droite a vraiment remonté dans mon estime parce que totalement bien tenu et ça tenait bien la route. Et je trouve...
Valérie, pourquoi vous dites ça sur l'immigration? Sur ce que proposait Xavier Bertrand, en l'occurrence, de faire une sorte de... C'est lui qui proposait ça, une sorte de permis à points. Ah oui, non, mais ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on a... D'abord, l'Autriche a pris cette décision parce qu'ils sont seulement à 65% du schéma vaccinal. Alors que nous, on est à 75%. Donc déjà, il y a 10% de moins, c'est énorme. Deuxièmement, moi je ne suis... Alors là, je vous rejoins là-dessus. Là, il y a une atteinte totale aux libertés individuelles. Il y a un moment, surtout quand on sait... le personnel hospitalier. Surtout quand on sait que la transmission du virus se fait aussi bien par les personnes vaccinées que non vaccinées. Donc je ne vois pas l'intérêt d'enfermer, de confiner les non-vaccinés pendant une certaine période. Et toujours avec le même objectif, c'est toujours le même problème, les lits de réanimation. Puisqu'aujourd'hui, le Covid se soigne, la Covid se soigne, on en meurt de moins en moins, et donc on ne va pas enfermer et confiner les gens parce qu'uniquement on n'a encore pas assez de lits de réanimation. Donc il y a un moment, il ne faut pas... le pass sanitaire, ok, c'était le pass de la liberté, mais il y a un pas à ne pas franchir. Mais après, on va vivre dans quoi? Dans une société totalement aseptisée. Et le virus de la grippe, et les gastro, etc. Donc pour chaque maladie, on va restreindre les libertés aux gens. Non, il faut arrêter maintenant. Que François Hollande soit au courant qu'il y ait des risques d'attentats. Et d'ailleurs, à cette période, il y avait des risques d'attentats élevés sur tout le territoire. Mais que François Hollande... soit au courant que le 15 novembre, il y aurait une série d'attentats à une heure précise, c'est affreux de dire des choses comme ça. Surtout en plus, il ajoute, il aurait dû fermer les frontières, mais il ne pense même pas aux frontières entre la France et la Belgique. Il parle tout le temps des frontières avec le Maghreb ou avec les autres pays. Et donc, il venait de Belgique. Donc, comment imaginer une minute que les auteurs des attentats du 15 novembre viennent de Belgique, et ou pour certains d'ailleurs, habitaient même le sol français. Donc, c'est une aberration, c'est une erreur vraiment infamante, je trouve. D'ailleurs, pour les victimes, pour nous-mêmes et pour l'unité française. Nous avions réussi à faire une unité française après ces attentats, et là, patatras, il met l'unité française. Évidemment.